France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum, l'info autrement tous les jours sur France Maghreb 2 de 16h à 18h du lundi au vendredi. Le sujet à la une. Le gouvernement a annoncé hier une série de mesures pour lutter contre les violences conjugales, parmi lesquelles la création de places d'hébergement d'urgence. Faut-il aller plus loin? C'est la question que l'on se posera dans un instant avec Céline Bory, Faiza Ben Mohamed et Karima Perroni. Nous continuerons d'en parler également tout au long de cette émission puisque c'est également le sujet à la semaine autour de ce Grenelle qui a démarré hier. William Maghrebi, psychologue clinicienne, nous dressera le portrait type d'un agresseur tout à l'heure. Le zapping à ne pas louper avec à la une de ce zapping, nous avons appris la disparition de Ariane Carletti, de Ariane du Club Dorothée à l'âge de 61 ans, l'interprète de Dragol Bonzel. L'occasion de la réécouter et surtout du Laurent Ruquier qui prend la défense de Yann Moix et 2 habitants et d'un coup de gueule, devinez quoi, sur le Burkini. Tout cela est à suivre sans oublier les infos zappées et le quiz en fin d'émission. C'est parti donc pour le grand forum. Je vous en souhaite la bienvenue et pour intervenir, le numéro magique, celui de France Maghreb de 01 40 33 9000. Le grand forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. Le grand forum, l'info autrement tous les jours de 16h à 18h. Ravi de vous retrouver messieurs dames et je suis bien entouré aujourd'hui pour ce mercredi de 2 femmes pour l'instant. Une troisième nous rejoindra tout à l'heure pour la partie sociétale, Karima Perroni. Faiza Ben Mohamed qui fait sa rentrée. Salut Faiza. Salut Christophe, bonjour à tous les auditeurs, auditrices, j'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances. Oui, c'était bien. Céline Bory, elle a passé de bonnes vacances. Salut Céline. Salut Christophe, salut Faiza. Salut. Comment ça va Céline? T'as passé de bonnes vacances? Tout va bien? De très bonnes vacances, je reviens tout juste, donc rentrée chargée, mais très bien. Bon, très bien. Alors, jusque 18h avec un programme une nouvelle fois assez chargé. Tout à l'heure dans la partie sociétale, nous nous intéresserons et nous appellerons à ce titre une professionnelle en la matière, une psychologue clinicienne, William Maghrebi, qui nous donnera le portrait type d'un agresseur. Vous savez qu'on est en pleine réflexion, ou plutôt débat autour de ce Grenelle qui a démarré hier, autour des violences faites aux femmes, en rappelant ce numéro qui peut évidemment sauver des vies, le 3919, tout à l'heure. Donc nous en reparlerons plus en détail, mais dans un premier temps, nous allons parler d'un aspect plus, j'allais dire, politique, puisque c'est Édouard Philippe qui a lancé les hostilités, ou plutôt les débats hier de ce Grenelle, avec évidemment quelques annonces, de nouvelles mesures, notamment l'ouverture de nouveaux centres d'hébergement d'urgence, et la question que évidemment on vous pose aujourd'hui, elle est toute simple. Est-ce que il faut en faire davantage? Voilà, c'est la question à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, bien entendu, pour voter oui, non, ou en nous appelant sur France Maghreb 2 au 01 40 33 9000. Donc voilà, pour répondre à cette question, vous n'hésitez pas, Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2, vous nous appelez bien entendu au 01 40 33 9000. Alors Céline, justement, est-ce qu'il faut en faire davantage pour justement ces femmes qui subissent la violence? On rappelle les féminicides, 101 femmes ont été tuées par les coups de leurs compagnons. C'est le chiffre absolument incroyable, donc, qui revient. 101 femmes en 8 mois, ce qui fait une moyenne d'un peu plus de 12 par mois. Donc si on reste sur ce rythme, on va dépasser les chiffres malheureux de l'année dernière. Faut en faire plus, oui. Je pense qu'il faut en faire plus, mais la question du logement, c'est une question centrale sur la question des violences faites aux femmes, parce qu'il y en a beaucoup qui ne partent pas car elles ne savent pas où aller. Donc pouvoir les accueillir, pouvoir leur offrir un lieu sûr où elles et leurs enfants, parce que souvent il y a aussi des enfants, peuvent être en sécurité sans avoir la crainte que le conjoint les retrouve, bien évidemment, c'est essentiel. Faut-il aller plus loin, ma chère Faiza, justement dans les annonces qui ont été faites hier par le Premier ministre Édouard Philippe? Rappelons que ça va durer 3 mois, que à l'issue, d'ailleurs ça rappelle étrangement le grand débat qui peut-être va se conclure par des annonces plus concrètes. Mais faut-il aller plus loin, Faiza, dans ce domaine? Disons qu'il y a un aspect qui est complètement occulté dans les mesures qui ont été annoncées, c'est-à-dire que là on nous a présenté des mesures qui sont destinées à réagir a posteriori, la mise à l'abri, la mise en sécurité,
les places d'hébergement, les financements, tout ce que tu veux. Mais après, sur la question de la prévention, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune action qui est prévue en amont. Il n'y a rien. C'est-à-dire que on va réagir, mais on va réagir une fois qu'on a déjà des victimes, une fois qu'il y a déjà des violences qui ont été faites. Par exemple, la mesure qui a été prise sur les dépôts de plainte systématiques possibles à l'hôpital, c'est quelque chose de très bien, mais ça veut dire qu'on attend que les femmes soient blessées, voire mortellement blessées. D'ailleurs, les familles des victimes ont été, pour la plupart, assez déçues de ce début et de ces quelques petites mesurettes annoncées par le Premier ministre. Céline, ça, il faut le dire aussi. On a toujours peur de l'effet d'annonce et du coup de com', parce que c'est une problématique qui date. Il y a d'ores et déjà des choses qui sont mises en place, mais encore faut-il qu'elles soient appliquées. Et il faut qu'il y ait une formation, que ce soit dans les commissariats ou dans d'autres structures. Il y a un gros problème d'éducation derrière. Donc oui, cet effet d'annonce et cette communication, on verra ce que ça donne et on verra les mesures réelles les propositions qu'ils vont faire. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué tout à l'heure. Je regardais aux infos et sur le bandeau de BFM, ils ont indiqué que dans le cadre de parce que je regarde aussi BFM parfois. Oui, pour le travail. Exactement. Ils indiquaient que l'autorité parentale serait retirée dans le cadre d'un féminicide, ce qui sous-entend que ça n'était pas le cas. Ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, tu as un mari ou un homme en conjoint qui peut tuer sa femme, purger sa peine de prison et récupérer l'autorité parentale sur ses enfants alors qu'il a tué la mère. Donc de voir ça, en tout cas c'est ce que j'ai lu sur BFM ce matin, que ça deviendrait quelque chose d'automatique, le retrait de l'autorité parentale dans le cadre d'un féminicide, je me dis mais on en était là quand même, ce qui veut dire que ça n'avait été pas fait avant. Et moi pour ma part, les effets d'annonce, tout ce qu'ils vont faire c'est très bien, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une éducation derrière, qu'on éduque nos garçons, nous en tant que maman, pour éviter qu'on ait cette violence qui s'installe. Absolument. 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Esther, qui nous appelle de Nogent-sur-Oise, je crois, sur Marne, pardon. Bonjour Esther. Oui, Nogent-sur-Marne. Oui, bonjour Christophe et bonjour à toutes les dames qui sont là. Faïza et Céline. Céline, voilà. Et oui, moi, je suis un peu courroucée en entendant ce que dit le gouvernement, qui va créer des foyers d'urgence pour les femmes qui sont dans la rue avec leurs enfants en pleine nuit. Je me demande pourquoi c'est toujours à la femme de partir, pourquoi c'est pas à l'individu tapeur qui doit partir du logement, quoi. Ça semblerait plus normal que ce soit lui qui soit pénalisé et non la femme qui erre dans les rues avec ses enfants. Esther, quand vous êtes a priori d'après différents témoignages, parce que c'est vrai qu'au moins ce sujet permet d'avoir beaucoup de témoignages depuis le début de ce Grenelle et un petit peu avant, puisque les médias ont joué le jeu pour le coup. Mais quand vous avez effectivement une femme qui est battue devant ses enfants, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? C'est s'enfuir, et donc c'est normal qu'elle sorte du domicile conjugal, j'ai envie de dire, et essayer de se réfugier et d'être accompagnée. Sans dire de bêtises, je crois, Faïza, c'est à ça que ça sert les hébergements d'urgence. C'est justement recueillir la femme et éventuellement aussi ses enfants pour essayer de les sauver de ce monstre qui est à la maison, quoi. Disons qu'en fait, il y a le volet pénal qui est pas forcément très moral, mais qui reste la loi, quoi. Quand vous avez un couple qui a un bail qui est sur lequel ils sont tous les deux signataires, le mari et la femme, même si le mari est violent, déjà quand vous appelez la police, si la police n'a pas constaté qu'il a porté les coups, ils peuvent pas le virer de la maison ou l'interpeller ou quelque chose tant qu'ils n'ont pas été témoins des faits. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous déplacer au commissariat pour porter plainte. Quand vous allez porter plainte, lui, il va être convoqué. Des fois, il y a des délais qui sont plus ou moins longs. Ça dépend des commissariats et ça dépend de la manière dont vous êtes accueillis et dont votre plainte sera traitée au commissariat. Mais tant que le mari est titulaire du bail, même s'il a été violent, tant qu'il n'a pas été reconnu coupable de ces violences et qu'il n'a pas eu une sanction, qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, c'est chez lui. Et du coup, c'est pour ça que vous vous retrouvez beaucoup avec des femmes qui préfèrent partir en courant, tout simplement. Hein. Des fois, voilà, la seule solution que vous avez, c'est de quitter la maison en courant, vos enfants sous le bras, et de partir le plus loin possible. Donc, c'est vrai que ces hébergements d'urgence, c'est à ça qu'ils servent. Mais c'est vrai, ce que dit Esther, c'est que c'est pas normal que ce soit toujours la victime, en fait, finalement, qui doivent quitter le domicile conjugal et qui doivent après reconstruire sa vie ailleurs. C'est vrai que ce serait beaucoup plus simple si on attrapait
les personnes qui se rendaient coupables de violences conjugales et qu'on les éloignait systématiquement. Mais malheureusement, c'est pas le cas. On l'a vu encore hier avec la manière dont un gendarme a accueilli. Alors je sais plus où se trouvait la gendarmerie où une dame est allée porter plainte. Emmanuel Macron était sur place et le gendarme disait on peut pas vous accompagner pour récupérer vos affaires parce que c'est pas dans le code de procédure pénale. Il nous faut un huissier. Bref, le policier racontait n'importe quoi, le gendarme racontait n'importe quoi, mais parce que finalement il savait pas comment expliquer que pénalement parlant, vous pouvez pas exclure un mari qui est signataire d'un bail d'un domicile en fait. Oui, voilà Esther. Oui, je voulais vous demander. Oui, par exemple, lorsque la maison ou l'appartement est aux deux noms, mari et femme ou conjoint et conjointe, ou alors ils sont propriétaires tous les deux de la maison. Bon, la femme, elle se sauve en pleine nuit, c'est normal, avec ses enfants, c'est normal parce qu'elle a peur pour sa vie et ses enfants. Mais qu'est-ce qui empêche au bout d'un certain temps que le mari soit exclu de l'appartement et que la femme y revienne? Ah oui, bien sûr. Moi, je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut absolument généraliser. C'est-à-dire qu'une fois que le mari est interpellé, qu'on a des preuves des violences, tout ça, il y a quand même des tribunaux qui sont assez réactifs dans les procédures en référé. Des fois, vous avez des décisions qui interviennent dans les 10-15 jours maximum et qui permettent d'adopter soit des mesures d'éloignement, des mesures de protection et carrément d'éjecter le mari violent de son domicile. Oui. Maître Maghrebi nous disait, je me rappelle ici même sur cette antenne, que le dispositif, les lois existaient, elles étaient très bien faites, mais qu'elles n'étaient jamais appliquées. Peut-être par une méconnaissance aussi de la part des gendarmes ou des policiers. Manque de formation de la part des policiers, des avocats aussi. Et voilà aussi, il y a aussi ce problème-là qu'il faut régler. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Esther pour votre appel. Merci. Et à très bientôt à l'écoute de France Maghreb 2 du Grand Forum. N'hésitez pas à nous rappeler 01 40 33 9000 si vous êtes aussi victime, vous avez connu cette situation. Malheureusement, il y en a beaucoup trop. Les chiffres sont hallucinants. Et ça me rappelle d'ailleurs, Faiza, l'affaire du côté de Cagnes-sur-Mer, je crois, où on a retrouvé cette femme sous des poubelles, absolument, qui a été, mais alors là, on peut plus dire taper. Elle a été, voilà, il s'est déchaîné sur lui. D'ailleurs, il y a une enquête de la police des polices sur le coup, parce que apparemment la police a été appelée et a tardé à arriver. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais quoi qu'il en soit, l'auteur des faits a été interpellé. Il a été placé en détention, il me semble. Et si on continue comme ça, les chiffres sont absolument incroyables. 101 femmes tuées sous les coups de leur compagnon ou de leur ex-compagnon depuis le début de l'année. Voilà, ce sont des chiffres, ils sont là. Et c'est pour ça qu'il faut un véritable plan Marshall pour ce sujet qui est très important. Mais il ne faut pas que le gouvernement se loupe à ce sujet, parce que évidemment les victimes, les familles des victimes et tous ceux qui sont sensibilisés, à savoir les associations, les attendent au tournant, et ils vont pas se contenter que de petites mesurettes. Je crois que c'est important de le rappeler aussi. Ah oui, clairement, c'est que les associations là, pour l'instant, elles sont pas du tout satisfaites de ce qui a été annoncé. Hein. Il faut pas croire que à coup de communication hier avec des discours sur des grandes scènes médiatiques d'Edouard Philippe et de Marlène Schiappa vont suffire. Et il suffit pas non plus aussi d'annoncer des fonds. Il n'y a pas d'argent magique. Quand elle annonce 500 millions d'euros, voire peut-être on peut pousser à 1 milliard d'euros, elle expliquait, Marlène Schiappa, je suis désolée, mais vous pouvez donner tous les milliards du monde, si vous éduquez pas les hommes dans ce pays, ce fléau, il sera toujours là, quoi. On pourra gaspiller autant d'argent qu'on veut dans des hébergements d'urgence, on va se retrouver avec de plus en plus de femmes dans des hébergements d'urgence, de plus en plus de femmes dans des situations de précarité, de plus en plus de femmes en détresse psychologique, et pour autant, le problème sera pas réglé. Et c'est vrai qu'à la base, Céline, tu le rappelais d'ailleurs tout à l'heure, l'éducation de nos garçons, de nos enfants aussi est très important. Et de nos filles aussi, parce que nos filles doivent comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Qu'un homme qui te crie dessus tout le temps à outrance, etc., ce n'est pas normal. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Et le fait aussi, il y a des violences psychologiques, le fait qu'on veuille te couper, par exemple, de ta vie sociale ou de ton job, etc., c'est des choses que tu ne dois pas subir. Et ça aussi, on doit l'expliquer à nos filles. Moi, j'ai fait un triste constat, en fait, il y a quelques semaines, justement, dans ce contexte qu'on entend de violences conjugales ou de MeToo, enfin, ou de féminicide, etc., c'est de me dire qu'aujourd'hui, j'ai 36 ans. Je suis plus toute jeune, mais voilà, et que dans mon entourage, ou en tout cas dans les gens que je connais au sens large, j'ai plus de femmes qui ont été confrontées à des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, des viols
ou même de l'inceste dans l'enfance, même si c'est encore une autre problématique, que celles qui n'en ont pas. Quand je fais le constat, je connais, et on est toutes dans le même, enfin, je pense, je suis pas la seule. On connaît une multitude de femmes qui ont subi ces violences. Alors, elles ne peuvent nous le confier dans l'intimité, ou elles peuvent en parler librement. Et il y a toutes celles qui n'en parlent pas. Ça veut dire qu'il y a certainement celles qui ne m'en ont pas parlé, mais me dire aujourd'hui, je connais tellement de personnes qui ont subi telle chose, qui se répercutent sur leur vie de femme aujourd'hui, parce que ça peut être aussi des choses qu'elles ont subies très jeunes. Et te dire, ouais, on en est là en fait. C'est une majorité qui ont subi à plusieurs niveaux différents ce genre de violence. Et il faut rappeler le numéro de téléphone évidemment qui peut sauver les vies, le 3919, des femmes qui sont à l'écoute visiblement et pourront vous accompagner. Et c'est vrai que beaucoup ne comprenaient pas qu'une femme qui subit effectivement la violence de la part d'un homme, eh bien n'en parle pas ou reste, et parfois, n'hésitons pas à le dire, la femme culpabilise et sur le fait que son mari la tape, c'est-à-dire qu'elle considère qu'elle est pratiquement responsable. Mais ça fait partie aussi d'un ce qu'on appelle un pervers narcissique qui est capable de te faire admettre l'inacceptable. C'est-à-dire que si je te bats, c'est de ta faute, c'est parce que ceci, parce que cela. Et c'est vrai que ces gens-là, en l'occurrence, ont tendance aussi à isoler la femme à la maison. D'abord, elle ne travaille plus. Il y a une dépendance financière qui s'installe, effectivement, et c'est là que l'homme prend l'emprise sur la femme, en occultant absolument pas, parce que c'est vrai que ça nous est aussi reproché, l'inverse, parce que l'inverse existe, la violence faite aux hommes aussi. Il y a des femmes qui exercent des violences physiques, psychologiques sur les hommes, et il ne faut pas non plus l'occulter et l'exclure, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes parce que les chiffres sont là, sans une femme, voilà, mais l'inverse aussi existe. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, ton prénom? Oui, bonjour, c'est Mario de Paris. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs, aux auditrices bonjour. De votre radio. Oui, bonjour madame. Alors moi, je voudrais intervenir par rapport à ce que vous venez de dire. Moi, je trouve ça très dramatique. Mais le problème de la France, c'est pas la femme qui se fait battre ou l'homme. C'est les lois, madame. S'il y avait une loi qui interdisait de lever la main sur sa femme depuis le plus jeune âge, depuis la maternelle, on n'en serait pas là. On n'arrête pas de parler toute la journée dans ce pays. Il faut durcir les lois, il faut arrêter d'être laxiste. Ça fait 45 ans que ça dure, la merde. Il n'y a pas qu'avec les femmes, hein. Il y avait l'homophobie, il y a plein de choses qui rentrent en jeu en ce moment. Il faut arrêter d'être laxiste dans ce pays. Il faut mettre des 150 ans de prison comme les Américains, comme ça, ces pervers pourris que vous dites, là, narcissiques, qui restent en enfer, ces gens-là. On en a marre des pauvres femmes qui se font battre, comme vous venez de dire, qui n'arrêtent pas de se faire taper par un bouffon. Une merde, un homme qui tape une femme, c'est une merde pour moi. C'est pas un homme, ça. D'accord? Voilà. Merci Mario pour ta colère, évidemment. Bon, un peu dans l'excès, c'est très compliqué en même temps de. Non, mais après il le dit sans mesure, voilà. Mais il faut aussi comprendre, voilà, il a entièrement raison sur le point. Personne ne peut le contester, bien sûr. Tu vois, sur la question de la réponse pénale, hier j'étais en train de parcourir un petit peu les réseaux sociaux pour voir, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné avec le hashtag 3919 hier quand la campagne a été lancée, et j'ai commencé à regarder les témoignages, et t'as quand même des choses où tu vois que l'appareil judiciaire n'a pas fonctionné. Quand tu te retrouves avec une dame qui a un enfant, a dû quitter le domicile, machin, et avec 21 jours d'ITT, elle met des photos qui sont absolument monstrueuses, elle est complètement défigurée, et le mari il prend 1 mois de sursis. T'as quand même un problème dans la réponse pénale qui est apportée, parce que 1 mois de sursis, il en a rien à faire. C'est rien, 1 mois de sursis. C'est rien du tout. Il en a rien à faire. Et en plus, après, il va se permettre de lui dire, tu vois, tu porte plainte jusqu'à autant que tu veux. Il m'arrivera rien. En fait, ça leur permet après de venir narguer leurs victimes, et ça, c'est encore pire. C'est clair. Et il faut rappeler, la raison Mario, même s'il le dit avec des mots un petit peu, voilà, libérer, effectivement, un homme qui touche à une femme, c'est un vrai lâche. D'accord? Un homme qui s'en prend à une personne plus faible que lui est un lâche. Ça ne veut pas dire que les femmes sont plus faibles que les hommes, bien au contraire, mais je veux dire, parfois il y a des femmes d'ailleurs qui sont beaucoup plus fortes psychologiquement et parfois même physiquement que des hommes. Mais en l'occurrence, celui qui fait subir l'enfer, et il ne faut jamais attendre le deuxième coup. Le premier, c'est déjà trop tard. Il faut arrêter tout de suite, parce qu'on se dit, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais
on se dit bon, on va laisser passer, c'était peut-être un excès de colère, ou il était alcoolisé, ou je ne sais quoi, drogué, ou quoi, ok. Quand un homme se permet une chose une fois, c'est comme d'ailleurs celui qui va tromper son homme ou sa femme, hein. Quelqu'un qui le fait une fois, le refera forcément. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les études psychologiques qui le prouvent, qui le disent. Oui, c'est sûr, Christophe, mais là, après, ce que tu dis, c'est le raisonnement rationnel. Après, oui, mais il faut l'être un peu, hein. Voilà. C'est le raisonnement rationnel, et tu disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui restent, et il y en a beaucoup qui partent pas du premier coup, et machin. Il y en a beaucoup plus qui restent et qui disent rien que le nombre de celles qui partent, hein. Malheureusement. Et celles qui partent, c'est souvent quand les enfants sont témoins. Le déclencheur, c'est souvent les enfants, voilà. C'est vrai. Voilà. Tu as raison. Ou les violences contre les enfants, où ils sont pris à témoin, et du coup, voilà. C'est quand tu te rends compte qu'il y a potentiellement d'autres victimes qui pourraient être éclaboussées par ça. Mais après, c'est évidemment le raisonnement rationnel, il pousserait à dire il faut partir au premier cri, machin, voilà, évidemment. Mais après, dans les faits, on sait très très bien que même le dire, ça ne sert à rien, parce que très souvent, voilà, le côté affectif qui rentre en compte, et tu pardonnes, et puis dès lors que t'es coupé du monde aussi, parce que généralement c'est ce qu'on disait, c'est qu'ils vont te couper de ton milieu social, de tes amis, tu te retrouves très vite isolé, en vase clos, et il est d'autant plus difficile de partir. Oui, c'est la peur d'être seul. Après, il faut surtout faire de la sensibilisation, parce qu'on est quand même dans un pays qui protège, dans un pays où certes il y a beaucoup de monde qui vit encore dans la rue, mais quand tu fais appel à des assistantes sociales, il y a quand même des gens quand même des réseaux qui sont là pour porter secours. C'est sûr que c'est des périodes de transition qui sont très difficiles, où il faut se reconstruire, où il faut se reloger, où il faut retrouver souvent un autre lieu de travail. D'autres repères, mais après il faut vraiment s'informer sur les droits, parce que quand vous allez au commissariat, qu'on vous dit ah non mais vous pouvez poser une main courante, allez, une main courante, ils les prennent plus des fois, les mains courantes, ils les prennent même plus. Pas machin. Alors ils les prennent, déjà vous perdez votre temps parce que ça sert à rien, il y a aucune poursuite derrière, aucune recherche, rien. Et il faut que les femmes puissent être capables, quand elles sont comme ça déboutées, je dirais, au commissariat, qu'elles le disent non, je pars pas, je reste là jusqu'à ce que vous traitiez ma plainte, parce que tout simplement, si je pars, c'est comme si j'étais pas venue, et c'est comme si ça n'existe pas, ce qui vient de se produire n'existe pas. Et alors, quand vous avez besoin après de certificats médicaux émanant d'un médecin légiste, avec une réquisition du commissariat, tout ça, souvent les traces, elles ont un peu disparu, parce que vous avez bataillé pendant 3-4 jours pour les faire reconnaître vos trucs. Après, vous avez plus de bleu, vous avez plus rien. Et en fait, après, quand votre plainte elle est instruite, les violences ne sont plus suffisamment caractérisées, on classe votre plainte, adieu. Karim, bonsoir, bonjour. Oui, bonsoir à tous, bonsoir. Karim nous appelle d'où, Karim? Oui, bonsoir, allô. Tu nous appelles d'où, Karim? Oui, bonsoir. Oui, ça va, on va pas le dire 3 fois non plus. Tu nous appelles d'où, Karim? Ah, pardon. J'appelle de Drancy. D'accord, Drancy, vas-y vite, mon ami, on t'écoute. Bon, bien sûr, c'est sûr que tout le monde va dire que c'est moi le premier, que c'est pas acceptable de frapper les femmes, c'est dégoûtant, quoi. Moi, je pense qu'il faut sortir de l'émotion pour essayer de comprendre sociologiquement aussi ce qui se passe. Oui. Et je pense que la violence physique là, sur les femmes, elle existe dans tous les milieux sociaux. Absolument, ça c'est important de le rappeler. Maintenant, je pense qu'il y a quand même, à mon avis, une corrélation entre une certaine misère sociale et ces excès de violence. À mon avis, je pense que c'est pas négligé. Je pense qu'il faudrait vraiment mettre le paquet sur la détresse sociale des gens. Et je pense que tout ça va s'atténuer, parce que je pense qu'il y a une corrélation directe, et je crois aussi que les femmes ne doivent pas se laisser instrumentaliser trop par les mouvements féministes qui ont pour seul but que d'atomiser les familles et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes seules, des enfants seuls, livrés à eux-mêmes. D'ailleurs, on parle de plus en plus d'enfants. Les enfants appartiendraient plus à la République et pas aux parents, etc. Donc je crois qu'il faut faire aussi attention de ce côté-là, parce que ils ont toujours un jeu d'avance, oui. et se focaliser trop sur l'émotion sans regarder le global et l'échiquier. Je pense que c'est grave, et il faut faire attention, surtout quand on a une tête et on réfléchit un peu. Merci Karim pour ton appel. Non, vous réagirez après, parce que là j'ai la pub, et ça on déroge pas la règle. On revient dans un instant sur ce que dit Karim, c'est intéressant.
hein, c'est intéressant. On va en parler dans un instant. Le zapping aussi à suivre. Un avis tranché, tiens, de Céline, elle va nous parler de Diane Moix. Exactement. Tu lui as pardonné? Moi non, mais d'autres l'ont fait pour moi. Bon, très bien. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum, l'info autrement tous les jours 16h-18h sur France Maghreb 2 avec Céline Bory, journaliste, avec Faiza Ben Mohamed, militante et journaliste. Et ça tombe bien parce que Karim intervenait il y a quelques instants pour un peu dénoncer les mouvements féministes. Et ça tombe bien, nous avons notre invité qui est arrivé un petit peu en avance. C'est Warda Saadoudi. Bonjour Warda. Bonjour. Bonjour. Alors tu fais partie du mouvement féministe populaire. Tout à fait. Qu'est-ce que ce mouvement ? C'est une association qu'on a créée avec Bouchra Azouz, qui est auteure et réalisatrice. Elle a fait 2 documentaires, Nos mères, nos daronnes et On nous appelait Beurette. Et c'est un courant féministe qu'on a voulu construire pour ne pas opposer le féminisme, comme on dit souvent blanc, etc. Et être dans un féminisme d'action, un féminisme d'urgence. Qui n'oublie pas la question sociale, on va dire. Warda, est-ce que finalement il y a certains mouvements féministes quand même qui se font remarquer plus que d'autres? Comment détecter le bon mouvement féministe qui reste dans la limite du raisonnable? Non, mais il n'y a pas de limite du raisonnable. C'est-à-dire qu'on est dans une société aujourd'hui où il y a des gens qui ont envie de défendre un certain nombre de sujets, que ce soit travailler sur l'excision, travailler sur les violences obstétricales, sur les violences conjugales. On est complémentaires. Après, il n'y a pas d'opposition dans le féminisme tant qu'il est égalitariste et qu'il met personne de côté. C'est ça qu'il faut voir. Après, il peut toujours avoir de l'instrumentalisation, comme il peut y en avoir avec d'autres sujets aujourd'hui, mais je pense pas qu'il y a de bons ou de mauvaises féministes. Il y a des féministes qui choisissent des méthodes d'action et des sujets sur lesquels elles veulent le plus avancer. Tu étais à la conférence de presse, c'était lundi, c'est ça, pour lancer le Grenelle. C'était lundi, il y avait beaucoup d'associations. D'ailleurs, beaucoup d'associations n'ont pas été invitées au vrai Grenelle hier. Oui, elles l'ont déploré. Moi non plus, j'ai pas été invitée, mais c'est pas grave puisqu'on travaille collectivement. Il y a plus d'une vingtaine d'associations qui ont fait des propositions. Moi, j'en ai fait plusieurs sur le titre de séjour des femmes immigrées qu'on leur enlève quand elles sont victimes de violences, sur les bails glissants pour permettre aux femmes précaires d'avoir accès à des logements. C'est inscrit dans nos propositions. Ça a été repris en partie. Après, moi, j'ai pas. On va régulièrement à des réunions ministérielles. On va pas à celle-là. Un Grenelle, ça dure 3 mois. On est en capacité de faire remonter des sujets. On travaille ensemble. Il y a d'autres associations qui le feront pour nous. Après, il y a des raisons X et Y. On ne sait pas exactement pourquoi on n'est pas invité, mais on sera peut-être invité à la prochaine réunion. Satisfaite pour l'heure des premières mesures annoncées par le Premier ministre hier? Alors, ces mesures, on les demande depuis 2005. On s'appuyait notamment sur les expérimentations espagnoles, comme avoir des magistrats dédiés, des dossiers étudiés en 15 jours, des réponses en moins d'1 mois. Avoir des bracelets électroniques pour les auteurs de violences, mettre de côté l'autorité parentale quand il y a des violences. Par exemple, il faut savoir que le secrétaire d'État à la famille et à l'enfance vient de confirmer qu'on va inscrire dans la loi qu'un homme qui a tué sa femme n'aura plus d'autorité parentale sur ses enfants. Donc ça semblait logique pour le commun des mortels, mais ça l'était pas. Ça veut dire que tu peux tuer la mère de ton fils ou de ta fille, partir en prison pendant 5-6 ans, ressortir, demander un droit de visite, pouvoir dire que tu veux pas que ta fille ou ton fils ils aillent en vacances, qu'ils fassent pas telle activité parce que tu avais encore l'autorité parentale sur tes enfants. Donc là, on voit qu'il y a quand même une prise en compte des revendications des féministes, donc et des associations spécialisées dans le droit de l'enfant, etc. Donc c'est une bonne chose. Mais il y a l'angle mort, il y a les femmes immigrées, les femmes primo-arrivantes, les femmes qui viennent dans le cadre de regroupements familiaux, qui sont dans les périodes de carte de séjour temporaire, etc. Nous, on va pas lâcher sur ces sujets. Et pareil, lors de la conférence de presse, on a parlé des femmes dans les dom-toms parce qu'elles ont des problématiques différentes des nôtres. Donc voilà. Les dom-toms aussi, oui, effectivement, faut pas les oublier. 01 40 33 9000 évidemment si vous voulez nous rejoindre. Céline Bory, Faiza Ben Mohamed et Warda Saadoudi qui est avec nous et Karima Perroni qui nous rejoindra tout à l'heure. Nous aurons aussi l'avis d'une psychologue parce qu'on a souhaité lui demander, psychologue clinicienne William Maghrebi, pour nous donner un petit peu le profil, pour essayer de détecter, j'ai envie de dire, le profil d'un agresseur.
les premiers signes peut-être, ou voilà, elle nous apportera son regard, j'allais dire professionnel, parce que voilà, psychologue, on ne l'est pas, et peut-être qu'à force de rencontrer justement des patientes ou des patients, eh bien, elle peut quand même établir un certain diagnostic sur ce qui pourrait arriver et déclencher justement une certaine violence de la part d'un homme, parce que souvent, effectivement, les premiers coups apparaissent pas forcément au début d'ailleurs, un peu tardivement, et puis après la violence s'installe et devient finalement une routine. Inacceptable certes, mais elle l'est là. 01 40 33 9000, ma chère Céline, on y va pour la 8 tranchée ou pas? T'es prête? C'est parti. Alors on y va, on va parler de ce dont on parle beaucoup, et notamment depuis son apparition à la télé samedi soir chez Laurent Ruquier, de Yann Moix. C'est parti, jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Céline Bory, alors Yann Moix, tu lui as pardonné? Alors non, moi je ne l'ai pas pardonné, je ne lui ai pas pardonné, mais d'autres l'ont fait pour moi. Je voudrais revenir sur son passage dans On n'est pas couché ce week-end sur France 2 et les plates excuses donc qu'il a pu faire et les explications qu'il a pu donner par rapport aux écrits et aux dessins qui sont ressortis, puisque ça date de 88. Je voulais quand même vous en lire un extrait parce que quand on entend qu'il a eu des propos et des écrits antisémites, je pense que certains ne s'attendaient pas à la violence de ces propos. Donc je vais juste vous lire ce qui a été retrouvé dans le magazine Ushuaïa, un jeu de mots donc. Voilà ce que Yann Moix écrivait. Après les 6 millions de juifs soi-disant morts dans les camps en carton-pâte que la Metro-Goldwyn-Mayer a fait construire un peu partout en Europe pour le compte en banque de quelques juifs avides de pognon, on réinvente l'actualité pour renflouer les caisses de quelques dictateurs nègres dont le roseau de 30 cm ne suffit plus à aguicher les putains d'Addis Abeba. En fait, ces nègres maigres n'existent pas. Ce ne sont que les juifs des photos truquées par les juifs sur les prétendus camps de la mort. Voilà ce que Yann Moix écrivait en 88. On a la radio, je peux pas vous montrer les dessins qui accompagnent ses propos, mais ils sont tout aussi abjects. Donc là, on a non seulement de l'antisémitisme, du négationnisme, mais aussi de la négrophobie, et ça on n'en parle pas. On fait tout un pataquès, ce qui est logique sur l'antisémitisme, mais ses propos sont également négrophobes, et il est important de le rappeler. Pourtant, malgré ses écrits et ce journal qui a été ressorti à l'époque où Yann Moix était étudiant, Catherine Barma, qui est la productrice On n'est pas couché, a invité l'ex-chroniqueur de l'émission pour s'expliquer. Bien sûr, Yann Moix s'est confondu en excuses, nous a fait part de son sentiment de honte, s'est décrit comme à l'époque comme étant une ordure, mais il n'y avait pas de réel contradicteur en face de lui quand même, c'est important de le rappeler. Et puis bien évidemment, on a entendu que BHL, son grand ami Bernard-Henri Lévy, est venu à sa rescousse parlant d'un repentir sincère. J'irai pas à parler de la sincérité ou non de Yann Moix, mais je veux juste constater que d'autres n'ont pas eu cette chance et qu'à l'époque, Mehdi Meklat, alors qu'il était en pleine ascension, lorsqu'est sorti le scandale sur ses tweets antisémites et autres, sur lesquels il s'est expliqué, de Mehdi Meklat, BHL disait, je cite, « Rien ne peut être considéré comme excusable, ni ses tweets haineux, ni les soutiens reçus, ni le silence de ceux qui savaient. » On est donc encore une fois dans un deux poids deux mesures. Catherine Barma, la productrice de l'émission On n'est pas couché, expliquait qu'elle ne pouvait pas inviter Mehdi Meklat car nous avons une responsabilité incontestable, disait-elle, dans le choix des invités. Je suis d'accord avec elle. Madame Barma, les autres producteurs d'émissions ont Madame Barma, et les autres producteurs d'émissions ont une responsabilité dans le choix des invités. Et il faut être cohérent. De la même manière qu'on laisse porte ouverte aux Zemmour, aux Finkielkraut ou aux autres Zineb El Razaoui pour critiquer l'islam et déverser sa haine du musulman, de cette jeunesse issue des quartiers populaires et des descendants d'immigrés, de la même manière qu'on laisse se faire des déclarations hasardeuses avec des chiffres tronqués sans qu'aucun contradicteur digne de ce nom vienne remettre en question les propos, effectivement les producteurs d'émissions ont une responsabilité. Ce que révèle cette affaire de Yann Moix, où lui pourrait avoir cette absolution, tandis que l'autre ont été jetés au pilori, il n'y a rien de nouveau, si ce n'est qu'ils ont tout intérêt, les puissants, à défendre ceux qui leur ressemblent. Là, sur les plateaux où on passe son temps à crier à l'antisémitisme dans les quartiers, et qu'on cloue au pilori des Mehdi Meklat ou des Ménel au moindre petit tweet qui a été exhumé, on a une grande indulgence par rapport à des Yann Moix et à d'autres. On l'a vu également dans l'affaire qui consistait à défendre Polanski. Le deux poids deux mesures que je reproche,
le 2 poids 2 mesures est donc constaté. Yann Moix, pour finir, a avoué avoir un dégoût de lui-même par rapport à ses propos. C'est aussi un dégoût qu'on a à l'égard des gens comme lui. Il a certes reçu un Brégoncourt et un Renaudot. Cette année, il ne pourra pas participer à ce prix puisque Bernard Pivot vient d'annoncer qu'il ne pourrait pas concourir en raison de la polémique. Yann Moix a également décidé d'arrêter la promotion de son livre en Orléans et de se mettre en retrait. Mais on peut peut-être douter du fait que d'ici quelques années, ou d'ici quelques mois même, il revienne sur le devant de la scène avec un nouveau livre qui viendra parler de sa traversée du désert. Suite au prix qu'il a reçu il y a quelques années, même si je n'ai jamais lu ses livres, on peut peut-être se dire que effectivement Yann Moix a une belle plume, mais une belle plume qui a plongé dans la fiente aura toujours une odeur amère. Merci Céline Bory pour ce 2 poids 2 mesures que beaucoup évidemment ont constaté. Faiza, je pense que ça t'a pas échappé non plus. Ah oui, complètement. Je suis entièrement d'accord avec l'analyse de Céline. Je crois qu'on en a parlé et reparlé. Cette affaire Yann Moix, elle traduit un 2 poids 2 mesures indéniable au sein d'un espèce d'entre-soi médiatique et politique. Qui fait que voilà, aujourd'hui ça n'a l'air de choquer que nous, parce que ça fait pas énormément de bruit cette affaire Yann Moix. L'affaire de ses dessins, bon, certes, il y a l'Express qui révèle au gré du temps des dossiers assez anciens qui ont l'air de leur parvenir au fur et à mesure ou qui conservent pour X raisons, mais il n'empêche que au sein du paysage audiovisuel français, on n'a aucune condamnation ferme, on n'a aucun politicien qui est monté au créneau pour condamner les affaires de Yann Moix. C'est quand même assez scandaleux quand on voit le sort qui a été réservé à Ménel, par exemple. Oui, pour prendre un exemple, bien entendu. Warda ? Yann Moix, après ses propos sexistes sur les femmes de plus de 50 ans et leur ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça aussi. Aujourd'hui négationniste, raciste, antisémite. Au-delà de tout ce qui se passe sur Twitter, des réactions de BHL, il y a aussi la question des discriminations, de l'antisémitisme, qui est pas un sujet qui est énormément traité aujourd'hui, et c'est peut-être aussi ça, quoi. C'est aujourd'hui on traite pas ces questions qui sont essentielles. On normalise certains propos, certaines pratiques, et c'est ça aussi le vrai sujet. C'est pas qu'un Yann Moix et son petit bad buzz là qui va sûrement revenir comme tu disais dans quelques temps. C'est aussi comment on prend à bras le corps ces choses. Comme pour les violences faites aux femmes, la première menace, le premier propos raciste, négrophobe, antisémite, homophobe. Quand tu portes plainte, que ça soit réellement traité, pour pas que des mecs comme lui, on normalise leurs propos et qu'on leur pardonne comme si de rien n'était, quoi. Oui, mais un truc qui est quand même assez gênant depuis la rentrée dans les médias, vous avez observé que plusieurs médias ont intitulé leur débat « A-t-on le droit d'être islamophobe ?» Est-ce que la question se pose franchement? Est-ce qu'on a le droit d'être islamophobe dans ce pays? Est-ce qu'on a le droit d'être judéophobe? Est-ce qu'on a le droit d'être cathéophobe ou je ne sais quoi encore? Franchement, ce type de débat, est-ce qu'il a lieu d'être, Faiza, aujourd'hui? Non, ce débat-là, il n'a pas lieu d'être. On l'a dit et redit. On n'a pas le droit d'être islamophobe. On pose la question dans un pays où il est interdit, le racisme est interdit. La question de savoir est-ce qu'on peut être raciste. Sauf que sur le débat qui concerne spécifiquement l'islamophobie, en réalité, les philosophes ou les pseudo-philosophes comme Henri Peña-Ruiz, là, puisque c'était son propos, de dire on a le droit d'être islamophobe. En réalité, c'est parce que tout simplement, il dit ça parce qu'il conteste la définition même de l'islamophobie. Il veut nous faire croire que quand on dénonce l'islamophobie, nous militants par exemple contre l'islamophobie, tout ce qu'on dénonce en réalité, c'est la critique de l'islam. Ça voudrait dire que nous n'acceptons pas que l'islam soit critiqué. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que l'islamophobie est un comportement discriminatoire, que c'est une forme de racisme et que c'est un délit. Ouais. Donc après ça a ouvert le débat parce que ils ont envie de débattre d'un sujet qui n'a pas lieu d'être, tout simplement. Ils veulent nier une réalité qui existe, une réalité qui est décrite par des centaines de nos concitoyennes tous les jours. C'est quand même assez problématique qu'on puisse, dans un entre-soi politique, venir contester des faits, venir contester des chiffres, venir contester une réalité qui est vécue par une majorité de femmes en plus. Enfin voilà quoi.
Bon, alors on va passer maintenant, si vous voulez bien, au zapping sur France Maghreb 2 01 40 33 9000. Je vous rappelle la question du jour, hein, qui est vous pouvez consulter et surtout à répondre à cette question sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2. Le Grenelle a en effet été lancé. Le gouvernement hier a annoncé quelques mesurettes, notamment l'ouverture d'hébergements supplémentaires, d'hébergements d'urgence. Faut-il aller plus loin? Et vous êtes évidemment 85% à dire oui. Il y a quand même 15% qui dit non. Sur Facebook, France Maghreb 2 pour continuer de voter. Évidemment, le zapping, c'est parti. Allô, quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors, pour souffrir, je ne sais pas, peut-être que oui d'ailleurs, puisque pour commencer ce zapping, je vous propose d'écouter Zora Bitan, chroniqueuse dans les grandes gueules. Il faut interdire le burkini dans les piscines. Écoutez son coup de gueule hier matin à la radio. Je vois pas ce qu'il y a de raciste à demander que tout le monde applique le règlement, puisque jusqu'à présent, les piscines ne sont pas interdites aux Noirs, aux Arabes, aux Italiens, aux Russes. J'ai entendu la réponse de Marlène Schiappa. On voit qu'elle rame, hein, parce que elle compare un règlement avec jeter un mégot. Elle veut pas appeler un chat un chat. Hein. On a affaire à des activistes de l'islam politique qui essayent de faire de l'entrisme par des coups, comme elles font là. C'est purement et simplement un entrisme religieux dont on ne veut pas. Il s'agit pas de remettre en cause un règlement. Il faut arrêter. Personne n'est dupe. Ça fait plusieurs fois qu'elles font le coup. Leur association était censée régler des problèmes sociaux dans les quartiers avec les familles. Elles ont complètement détourné l'origine de cette association, l'Alliance citoyenne, et elles font comme ça des revendications politiques. Elles sont payées par qui, ces associations? Elles sont financées par qui? Mais c'est toute une mouvance d'activistes. Oui, il y en a qui sont subventionnés sous couvert d'activité sociale. Et voilà, donc il faut interdire le burkini dans les lieux comme les piscines. Et puis il faut pas céder à la victimisation du racisme. Certains maires sont tentés quand même de leur donner raison. À Grenoble notamment. Parce qu'ils confondent l'antiracisme est noble, est un combat quotidien. Faut lutter contre le racisme. Ça n'a rien à voir avec le racisme. En plus de ça, musulmane à la piscine avec des gens à moitié à poil et soutenus par des transgenres. On nous prend pas pour des cons un peu des fois, non? Non, mais faut arrêter, quoi. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est de la religion, ça. C'est nouveau, ils remixent. C'est-à-dire qu'ils prennent le Coran, ça je déchire, ça je rajoute. Non, ça c'est possible. Mais va falloir arrêter, quoi. Les religieux, c'est-à-dire que ces gens-là, ils font du mal aux musulmans en premier. À chaque fois, être en ligne comme ça, ils emmerdent en premier les musulmans pratiquants qui emmerdent personne. Donc, voilà, il faut interdire ces gens et il faut sur le règlement des piscines, point. Mais on bouge rien du tout. Zora Bitan, hier, sur RMC, à 1 heure de grande écoute dans les grandes gueules. Commentaire, Céline? C'est Zora Bitan qui fait du Zora Bitan. Moi, je suis pour que Zora Bitan, elle n'a pas... On parle d'activistes musulmanes sous couvert d'islam politique. Après, c'est vrai que ce qui s'est passé dans la piscine, je suis pas forcément... Je pense que c'est faire ce genre d'action, comme ça a été le fait avec des transgenres, etc., ce qu'ils ont fait lundi. Je sais pas quelle est... je suis pas sûre que ce soit vraiment le bon moyen. Mais voilà, de toute façon, le burkini, c'est quelque chose qui revient tous les ans. Quand t'as dit oui, elles vont faire leur cinéma en quelque sorte dans la piscine en compagnie, elles veulent se baigner avec des mecs à moitié à poil. Mais faut arrêter 5 minutes. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Faiza, par exemple. Ça déjà de 1, ça la regarde pas. Qu'elle se baigne en burkini et avec des mecs, ça la regarde pas. En fait, on a le droit de faire ce qu'on veut. Je pense, quand même dans un pays qui nous permet de faire ce qu'on veut. Elle fait les mêmes commentaires que feraient les hommes en Iran qui vont raconter n'importe quoi sur des interprétations douteuses des textes. Ça la regarde pas. S'il faut, ces femmes-là qui portent le burkini, elles ont même le droit de le porter sans être musulmanes. Donc, en même temps,
on ne peut pas prôner le féminisme et en même temps venir se mêler de la manière dont les femmes s'habillent. Elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent, elles font ce qu'elles veulent. Après, Zorabitan fait du Zorabitan, comme a dit Céline. Zorabitan ne participe aux grandes gueules que pour cracher sur les communautés musulmanes, on le sait. Elle est habituée de ces sorties outrancières avec toujours le même lexique, hein, toujours l'islam politique, les activistes, le militantisme contre l'islamophobie, les proches de Tariq Ramadan. On connaît tout ça, on connaît cette rhétorique. Tout ce qu'il y a à faire, franchement, c'est de la balayer. Bon, on la balaye, Warda ? Non, moi ce que je voudrais dire, ce qui m'avait étonné dans cette première action à Grenoble, c'était que le porte-parole de l'association bien près du micro, Warda, s'il te plaît. Le porte-parole quand il y avait eu la première action à Grenoble, c'était un mec qui parlait au nom des femmes, donc ça m'avait un peu dérangé. D'autre part, je pense que on est dans un pays laïque, donc il y a aucun privilège pour aucune religion, logiquement par les collectivités territoriales. La question qu'il faut se poser, c'est si ces associations font agissent, font des trucs coup de poing, mais moi ce que je leur demande, si elles pensent qu'il y a discrimination, qu'elles saisissent le tribunal administratif, et à un moment donné, il faut être sur le terrain du droit, le terrain de l'application du code administratif, donc la laïcité, etc., pour faire avancer ces sujets. Parce que là, on crée des tensions en disant qu'il y a un rejet, des discriminations, etc. Il y a peut-être des collectivités territoriales qui exagèrent les choses pour privilégier un électorat. Il y en a peut-être d'autres qui appliquent simplement le code d'hygiène et de sécurité au sein de leur piscine, parce qu'il y a des maillots réglementaires, etc. Je sais pas si on peut réadapter les burkinis. J'en sais rien. Est-ce qu'on le maillot de bain il doit s'arrêter aux genoux? Je connais pas la réglementation des piscines. Toutefois, aujourd'hui, si on veut avancer sur ce sujet, allons au tribunal administratif et faisons appliquer la loi et donc le droit. Donc c'est plutôt que de faire des actions coup de poing qui créent juste des tensions, quoi. Bon, allez, dans un instant, on poursuit ce zapping avec dans ce zapping, vous êtes toutes nostalgiques du Club Dorothée. J'en suis sûr. Hein, Faiza, le Club Dorothée, tu regardais? Et ouais, punaise. Hein, Céline, tu regardais? Ouais, le mercredi après-midi avec ça. Nous avons appris la disparition de Ariane. À l'âge de 61 ans, elle est morte d'une longue maladie. Ariane, c'est celle qui chantait Dragon Ball Z. Ah ouais. A tout de suite sur France Maghreb 2. Et du Laurent Ruquier, justement, qui prend aussi la défense de Yann Moix, qui va à contre-courant de ton avis tranché, ma chère Céline. Mais au moins, il a le mérite de défendre son ami. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous, c'est l'info autrement tous les jours de 16h à 18h sur France Maghreb 2. Et alors j'ai une chance inouïe aujourd'hui, je suis entouré que de femmes. Et voilà, que de belles femmes, de femmes intelligentes qui plus est. Faiza Ben Mohamed qui est malheureusement pas à côté de moi mais qui est du côté de Nice, hein, voilà, et tout le temps en vacances, celle-ci, hein, incroyable. Journaliste et militante. Céline Bory également journaliste et vient d'arriver aussi avec nous Karima Perroni. Comment ça va, Karima? Eh ben écoutez, ça va, je suis ravie de vous retrouver. Et avec nous aussi Warda Saadoudi, donc féministe populaire. Avant de poursuivre notre zapping et de rentrer plus dans plus dans ce sujet d'un point de vue sociétal, on va accueillir Abdel qui nous a appelé au standard au 01 40 33 9000. Il écoute l'émission depuis tout à l'heure, il a envie de réagir. On va écouter Abdel. Bonjour Abdel. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Très bien. Alors moi je réagis sur le sujet sur Yann Moix et le burkini. Alors Yann Moix, moi je vais être un peu vulgaire, Christophe, tu m'excuseras des propos, mais moi j'ai vu un homme se cracher dessus comme jamais j'ai vu. Alors voilà pour moi comment je l'ai ressenti. Je suis une merde, je suis un kéka, je suis pourri de l'intérieur. Excusez-moi, maître Bernard-Henri Lévy, je vous embrasse les pieds. J'aime Israël, je vais devenir juif si je le peux, mais jetez-moi pas de l'audiovisuel français s'il vous plaît, j'ai envie de continuer de faire de la télé. Voilà ce que j'ai vu, un mec baisser sa culotte pour rester à la télévision française. Voilà ce que j'ai vu, franchement, c'est ça, et la honte, mais j'avais mal pour lui. Ça, c'est le premier sujet. Maintenant, tout le monde le voit comme il le veut, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Hein. Quand on se dit « je suis une merde, je suis pourri de l'intérieur », je suis désolé, mais on peut pas aller plus loin. Même les nazis, ils disaient pas ça d'eux, hein, franchement. Hein. Alors, maintenant, pour le burkini, moi, j'ai un ami qui travaille dans les piscines, Christophe. Il fabrique des piscines. Ouais. Et quand il fabrique les piscines, il a un contrat. Il passe une fois tous les 6 mois, il contrôle l'eau de la piscine, les pompes, les tuyaux, et il fait des analyses. Et je vais te dire l'hygiène, quand on interdit aux femmes de faire de burkini, on dit l'hygiène. Mais c'est pas vrai. Tu sais ce qu'il trouve? Il m'a dit, on a discuté, tu sais ce qu'il trouve dans ses analyses à chaque fois qu'il va dans des piscines municipales faire des analyses? Il trouve des fibres de tampons hygiéniques de femmes qui sont indisposées. Car, alors, il trouve du pipi,
il trouve du vomi d'enfant. Il dit l'hygiène, c'est pas vrai. Il a dit si on veut faire de l'hygiène à la piscine, il faut mettre un videur et des gens qui contrôlent si les parents sont disponibles ou si elles sont pas indisposées et surveiller si les enfants font pipi ou caca. Oui, non, mais c'est vrai que ce coup d'hygiène, ça tient pas la route. Merci Abdel. Bon. Pardon. Je te dis, ça tient pas la route, ce truc de l'hygiène, évidemment, on est d'accord. Oui, bien sûr que non, il n'y a pas d'hygiène dans les piscines. Il faudrait aussi un message aux dames, c'est interdit de vous baigner quand vous êtes indisposé. Bon, oui, oui, après c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est là-bas, moi à l'époque quand j'étais plus jeune, que j'attrapais les pires saloperies, c'est quand j'allais à la piscine, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, moi j'y vais plus parce que je peux pas me baigner en short, donc j'y vais pas. Merci Abdel. Qu'est-ce qu'il y a, Karima? Tu voulais réagir? Non, je trouve qu'il est très en forme, Abdel. Ah oui, mais bien, comme tous nos auditeurs, évidemment, bien sûr. On va accueillir avec nous, si vous le voulez bien, parce qu'elle va rester avec nous et nous apporter son regard professionnel. Wiem Maghrebi, psychologue clinicienne. Bonsoir Wiem. Bonsoir. Bonsoir Wiem. Que des femmes aujourd'hui, que j'ai de la chance. On va parler. Tu vas essayer de nous donner le profil type d'un agresseur. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on finisse quand même ce zapping qu'on a commencé à entamer. Quand Mohamed entre dans le prénom, dans le classement, du top 20 les prénoms les plus donnés en France, réaction de Jordan Bardella, c'était chez Bourdin ce matin, écoutez. Dans le top 20 entrait le prénom Mohamed. Ouais. C'est logique? C'est logique, c'est démographique et culturel. À partir du moment où vous avez une forte population issue de l'immigration, notamment issue du Maghreb, il devient à un moment donné logique et comptable que Mohamed rentre dans les prénoms les plus donnés. Moi, je pense que le prénom c'est un marqueur d'assimilation. Je pense que c'est important de donner des prénoms français à ses enfants. Alors je suis peut-être pas le mieux placé pour en Mohamed, parler. C'est pas un prénom français. Je ne l'ai pas choisi, mais c'est pas un prénom français, Mohamed. Je dis que le prénom en tout cas est un marqueur culturel. Ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est un prénom français, non? Lorsqu'on arrive, là vous me posez une colle, je sais pas si sur le calendrier, je ne crois pas, mais lorsque vous arrivez dans un pays, et Jordan, c'est bien de prendre le prénom. C'est sur le calendrier, Jordan? Ça doit être sur le calendrier américain. Ah oui, américain. Le 13 février. Ouais, américain. Mais Jordan est davantage un marqueur social. Mohamed, c'est sur le calendrier. Jordan est davantage un marqueur social. Mohamed est peut-être plus un marqueur culturel. Bon, voilà, il a fait du Jordan Bardella, il était un peu embêté finalement de cette question. Effectivement, Mohamed figure parmi les prénoms les plus donnés, dans le top 20, parmi les prénoms les plus donnés. C'est un beau prénom, Mohamed. Il a fait sa Zemmour un petit peu. Ouais, mais en même temps, il est dans son truc, quoi. Bon, les filles, je vous rappelle quand même à votre plus tendre enfance. Écoutez. Ah oui, Dragon Ball Z, c'était elle. Marianne, on a appris la disparition de Marianne. À l'âge de 61 ans. Elle nous a quittés. C'est trop triste. Bah oui. Qui a regardé Dragon Ball Z? Tout le monde regarde encore, hein, parce que je pense pas que les femmes regardent encore, mais certaines, je pense que nos maris regardent. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Il y a un film très très nul qui a été sorti. Ok, ça c'est fait. Je l'ai pas vu, hein, mais c'était vraiment. Non, je crois que c'est Olive et Tom. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui se trame au niveau des oldies. Moi, je vois bien Faiza Ben Mohamed regarder Dragon Ball Z. Ah oui, complètement, et même maintenant avec les enfants. Ah bah voilà, tu vois. Donc Ariane, qui nous a quitté, Ariane, qui apparemment elle luttait contre une grave maladie depuis quelques années. Donc paix à son âme, hein, Ariane. Tu nous as fait tant rêver avec Dorothée. Enfance. Ah ouais, c'était bien. À l'époque, c'était bien la télé, je trouve. Les dessins animés étaient sympas. Mais non, tu vas pas nous faire le coup du nostalgique vintage. Bah, je suis désolé, quand tu regardais Princesse Sarah, c'était quand même mieux que ces dessins animés. C'était pareil de leur époque. Et pouvait passer de 8h30 le matin le mercredi jusqu'à 18h devant la télé à l'époque du Club Dorothée. C'est vrai. Elle était partout. À croire qu'elle dormait à la télé, Dorothée. C'est hyper violent, moi je trouve, les dragons, les chevaliers du Zodiaque. Ah, c'était bien. Il y avait le truc où le crâne il explose là, je sais pas quoi. Ouais, bah, écoutez. On est juste nostalgique parce que ça rappelle notre enfance. Quel survivant, pardon. Trop, et oui, et Choupi et oui, ils sont pas hyper violents, hein. Bon, alors, c'en est terminé pour le zapping, pour aujourd'hui en tous les cas. On va passer maintenant à rentrer en profondeur, j'ai envie de dire, dans le sujet que nous avons abordé depuis le début de cette semaine, à savoir donc la violence faite aux femmes autour de ce Grenelle qui a débuté hier et les différentes actions qui ont été annoncées hier. Jingle, s'il vous plaît. Aujourd'hui encore, des femmes sont tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Est-ce que toutes les femmes ont envie de se faire violer ?
Je pense oui. Sincèrement, oui. C'est inacceptable. Et si je vous disais que moi je bats ma femme, pour qu'elle soit plus gentille et plus amoureuse de moi? Est-ce que vous avez déjà eu envie de violer une femme? Oui, d'une certaine façon. Que vous soyez victime ou témoin, Le 3919 numéro d'écoute nationale anonyme et gratuit vous oriente et vous accompagne pour mettre fin au cycle des violences. Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des femmes battues, un sujet dont la presse fait largement écho depuis quelques semaines. Quand avez-vous décidé de le quitter, cet homme qui vous Il s'est trouvé, en fait ça s'est fait petit à petit, mais il s'est trouvé que le soir même où ça s'est passé, comme des amis étaient encore là, elles m'ont immédiatement emmené, parce que j'étais complètement KO, c'est le cas de le dire, elles m'ont emmené avec mon enfant. Le 3919 C'est un numéro vital. Bon, après m'avoir violée, il était presque gentil avec moi. Il essayait de dire sa vie sentimentale malheureuse, de misère, tout ça, et je voulais pas l'entendre, mais c'est évident que ça le déculpabilisait. Hein, comme s'il m'avait pas violée. Un violeur pense jamais qu'il viole. 3, 9, 19. Mobilisons-nous tous ensemble Pour faire connaître ce numéro. On connaît le verdict, 6 ans et 2 fois 4 ans de réclusion criminelle pour les violeurs. En fait, c'est un procès qui s'est très vite transformé en procès du viol tout court. Le 3-9-19. Je partage le 39-19. Voilà, alors effectivement nous en parlons depuis hier, il faudrait qu'on en parle durant des jours et des jours, en tout cas ce Grenelle a l'avantage d'exister. Ce qu'il va en sortir, c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, ça va durer pas moins de 3 mois. Alors, on a voulu se poser une question et pour ce faire, on a voulu contacter une professionnelle en la matière. Je rappelle en plateau avec nous Céline Bourri, journaliste, Karima Perroni, également journaliste, Faiza Ben Mohamed, également journaliste, et Warda Saadoudi, qui fait partie du mouvement féministe populaire. Avec nous, en ligne, Wiyam Maghribi, qui est psychologue clinicienne. La question est toute simple, Wiyam. Comment on va détecter justement le profil d'un agresseur? Comment apparaissent les premiers signes de quelqu'un qui va exprimer une certaine violence envers son épouse? Et c'est là où le bas blesse, c'est que votre question, elle montre clairement la grande difficulté que beaucoup, la grande angoisse aussi, et la grande difficulté que beaucoup éprouvent à pouvoir cibler, identifier un potentiel agresseur. Il n'existe pas de profil clair et net de l'agresseur. Je vais essayer de vous donner des petites clés. En réalité, les personnes les plus à même, les plus adéquates pour identifier un agresseur, c'est celles qui sont elles-mêmes victimes d'agression, et c'est l'entourage de ces victimes qui vont pouvoir identifier un changement d'attitude et de comportement de ces victimes. Alors, ce qu'on sait en tous les cas, c'est que le potentiel agresseur, ou en tout cas le potentiel criminel ou assassin, en tout cas à l'origine de féminicide, il va avoir on va avoir deux types de profils qui vont se dessiner. Soit c'est quelqu'un qui va avoir un trouble de la personnalité, soit c'est quelqu'un qui va avoir un trouble mental. Alors je vais employer des grands termes, mais il faut que je vous explique, parce que effectivement il faudrait plusieurs heures pour définir le profil de la victime, pour pouvoir avoir une idée de qui serait potentiellement l'agresseur. Donc les deux profils, en gros, je vais essayer vraiment très rapidement de schématiser. Ça va être soit un trouble de la personnalité, donc ça ne se voit pas, on ne peut pas l'identifier l'agresseur. C'est quelqu'un qui, au niveau de son fonctionnement cognitif, affectif et social, va présenter ce qu'on appelle donc un trouble. Soit il aura un trouble de la personnalité borderline, soit il aura un trouble de la personnalité narcissique ou pervers. Donc leur dangerosité à ces hommes-là, elle ne va se voir qu'au sein du couple. C'est quand il est en couple, quand il est avec une femme, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir mettre en évidence, en tout cas la victime va pouvoir se rendre compte que cet homme est dangereux. Ensuite, vous avez un autre profil, qui est celui qui présenterait un trouble mental. Donc là, ça se voit. C'est ce qu'on va retrouver chez des personnes qui sont soit psychopathes, donc c'est des personnes qui vont avoir des accès de colère avec destruction et qui sont en général sujettes
qui vont avoir en règle générale des problèmes avec la justice, soit on va retrouver ça chez des personnes qui sont potentiellement psychotiques, des personnes qui vont avoir un trouble schizoaffectif, ce qu'on appelait anciennement les borderline, soit c'est ce qu'on va retrouver chez des schizophrènes ou chez des personnalités mélancoliques ou démentes. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que, à mon sens, on n'en parle pas assez. Parmi en tout cas les 101 femmes qui ont été victimes de féminicide cette année, depuis 2019, on a quand même un grand pourcentage de personnes qui sont âgées. On n'en parle pas suffisamment, mais les femmes victimes de leurs maris qui ont un âge assez avancé sont souvent des victimes de maris qui eux-mêmes sont âgés, et souvent ils sont victimes ils présentent ce qu'on appelle une démence, c'est-à-dire une dégénérescence des cellules du cerveau, ou au contraire vont avoir un syndrome démentiel carentiel, c'est-à-dire une carence en vitamine B12. Donc, on a deux profils, ce qui ne se voit pas et ce qui se voit. Ce qui se voit, c'est ce qu'on va retrouver chez le psychotique. Donc, facile, c'est ce que je viens de décrire. C'est une personne qui va être délirante, démente, qui va présenter des symptômes francs, clairs, il se voit. Il n'est pas normal, en gros. Soit, ça va être quelqu'un de psychopathe, et lui, il a des problèmes avec la justice, et on le sait, et il est connu pour ça, pour avoir ce qu'on appelle, pour avoir ce qu'on appelle des raptus. Donc voilà, on peut déjà distinguer ces deux gros profils, en sachant que le plus compliqué, c'est celui qui va avoir un profil de trouble de la personnalité, puisque ça ne se voit pas. Très bien. Alors, petite réaction peut-être chez Karima, Warda, Céline ou Faiza sur ce qui a été donné en matière d'explication. Oui, une question peut-être. Déjà, ces profils, ils sont clairement, elle les a très bien expliqués. Maintenant, il y a plusieurs années, quand un homme tue une femme, on parlait de crime passionnel, donc c'est-à-dire l'amour. Voilà, l'amour du jour au lendemain. On comprend pas l'homme qui pète un câble et est-ce que aujourd'hui on peut remettre en cause ce terme-là? Il n'y a pas d'accident quand on porte la main à une femme et d'autant plus quand on la tue. Il n'y a pas d'accident. Il faut le rappeler cette réalité. Il faut bien pardon, excusez-moi, il faut bien dire que la plupart des hommes qui tuent leurs femmes, par exemple en 2017, sont des Français âgés de 41 à 50 ans, souvent. Donc assez âgés, quoi. Voilà, souvent mariés, qui refusent la séparation. C'est souvent pas prémédité, mais c'est souvent c'est selon les chiffres de la police et de la gendarmerie. Oui, on est bien d'accord. C'est pas exactement ça dans la réalité. Je parle des chiffres de 2017. Je parle pas. On n'a pas d'analyse claire sur les 101 féminicides. Ce sont des chiffres qui sont rapportés par la police et la gendarmerie. Oui, tout à fait. On parle de femmes mortes, donc les enquêtes sont établies par la police et la gendarmerie. Après, il y a des procès qui permettent d'avoir des éléments. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent il y a déjà un contexte de violence, donc il n'y a pas de préméditation. Donc c'est pour ça qu'on construisait un peu le crime passionnel, etc. autour de genre il l'a surprise, elle le quitte, il l'a pas supporté, etc. Il y avait déjà un climat de violence. Moi, ce que je peux dire aux femmes qui peuvent avoir des doutes quand elles commencent une relation avec un homme, voir comment il parle de ses anciennes relations, parce que souvent un homme qui est violent avec une femme a été déjà violent avec une autre. Ouais, genre je lui ai mis une petite gifle parce qu'elle m'a énervé, quoi. Voilà. Il va pas l'expliquer comme ça, mais ce qui dans la réalité est très grave, est très rare, parce que souvent ce sont des hommes qui se victimisent, qui se présentent comme étant les pauvres petites créatures qui ont été manipulées par leur ex-femme ou leur ex-conjointe. C'est très très rare. Qu'ils disent clairement et franchement qu'ils ont été à l'origine d'une agression. Oui, mais souvent, par exemple, ils peuvent expliquer aussi qu'ils voient plus leurs enfants parce qu'il y a eu un abus de la justice, etc., etc. Essayer de rencontrer ses amis, de voir un petit peu, voir la famille. C'est ça qu'on constate, c'est que souvent, moi, j'héberge des femmes victimes de violences. J'en accompagne une centaine par an. J'héberge à peu près 17 femmes et enfants parce qu'on est j'ai une autre association qui s'appelle Home. Et dans les accompagnements, les femmes, quand elles décident de partir, elles se voient en ayant discuté un peu avec la famille, avec des proches, qu'il avait déjà eu des comportements violents vis-à-vis de femmes. Et pour certaines, au-delà de la victimisation, elles entendent pas. Il dit que il a peut-être tapé, etc. Il y a pas que des hommes qui se victimisent. Il y a aussi des hommes qui disent que ils ont eu des conflits. On normalise des fois de se bagarrer avec sa femme ou des choses comme ça. Donc il faut bien voir un peu que. Au sujet des signes. Je vais me permettre. Attends, bouge pas, Karima, vas-y.
Pardon. Au sujet des signes avant-coureurs, parce que finalement c'est très difficile d'établir effectivement un profil. Oui. Pour autant, parmi les femmes aussi, qui sont malheureusement mortes cette année, il y a aussi plusieurs fois des hommes où c'était la première fois en fait qui portaient la main, et ça a été la fois qui a été fatale. Il faut aussi parler des violences, moi je pense des violences psychologiques et émotionnelles, parce que la spirale de la violence commence pas à la première. Tu parles de première violence, mais elles ont peut-être pas porté plainte, mais il y avait un climat de violence parce que c'est dans la sphère intime. Ouais. On ne sait pas. Tu vois, mais ça, on dit qu'ils n'ont pas eu affaire à la justice. Alors la violence, la violence psychologique. Alors, juste simplement, je voudrais revenir sur le fait qu'il y ait un jour passage à l'acte. Ça, en psychologie, c'est ce qu'on appelle un raptus, c'est-à-dire un moment où la personne va perdre le contrôle d'elle-même. Elle va être dans une espèce d'impulsion, c'est-à-dire un désir soudain de violence. Cette personne, elle va avoir une envie qui est complètement impossible à raisonner. Ça va amener au passage à l'acte. C'est quelqu'un qui va être, si vous l'observez, et souvent c'est ce qu'expriment les victimes d'agression. La personne en face d'elle, elle est comme un robot en fait. Elle a une attitude presque automatisée. On voit que c'est à ce moment-là, la personne elle a absolument plus conscience des conséquences de son passage à l'acte. Ça, il faut bien comprendre que ce raptus, absolument tout le monde peut un jour être dans ça. Maintenant, il y a des personnes qui sont beaucoup plus prédisposées à ça. Il y a des signes avant-coureurs qui nous permettent, en tout cas nous, de présager ce raptus, donc ce passage à l'acte. Et très souvent, les personnes qui sont beaucoup plus à même à aller vers ça, ce sont des personnes qui savent pas identifier leurs émotions, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à gérer, à contrôler leurs affects, donc leurs émotions, leurs pulsions, leurs sentiments. C'est des personnes qui ont un problème au niveau de la communication, et c'est pas le dialogue, hein, c'est vraiment au niveau de la communication. C'est des personnes qui sont pas du tout communicantes sur ce qu'elles ressentent, sur ce qu'elles vivent, et donc forcément elles vont être complètement indifférentes à ce que leur épouse, leur femme, leur victime peut elle ressentir. Ils sont absolument incapables de faire preuve d'empathie. Donc c'est des personnes qui contiennent, elles gardent en elles leur violence, et à un certain moment, elles vont ressentir une espèce de tension interne, une espèce de violence insupportable, qui fait que cette personne, donc cet agresseur, ne va plus supporter de voir l'autre en face de lui. Il va plus supporter que sa conjointe parle, ou même qu'elle se taise. Il va être dans une espèce de projection sur sa victime, de la cause, en tout cas de la responsabilité de son mal-être. Et c'est là où il y a passage à l'acte, c'est-à-dire que il va donner des coups, qu'il utilise un instrument ou pas d'instrument, il va agir, et donc il va être dans le raptus parce qu'il est absolument incapable de faire cesser cette espèce de pression intérieure qu'il ressent, et sa seule possibilité pour lui de s'en libérer, ça va être de la déverser sur sa victime. Donc on a des signes avant-coureurs. Si un homme fait preuve de violence verbale ou physique, quelle qu'elle soit, la plus minime, il faut bien comprendre que s'il en est arrivé là, il va y avoir une escalade de la violence, c'est sûr et certain. L'homme ne passera pas au coup sans qu'avant, en fait, il y ait déjà eu des mots, sans qu'avant il y ait déjà eu des scènes, sans qu'avant il y ait déjà eu des tensions latentes. C'est petit à petit, en fait, qu'on va arriver Excuse-moi de te couper. Est-ce qu'on peut rappeler le cycle de la violence, parce que ça a vraiment été très déterminé, toutes ces phases, en fait, de positif et de négatif, où la femme au début est exaltée, et puis ensuite elle est complètement rabaissée, et puis ensuite il y a la phase de la lune de miel. Exactement. Au départ, alors rapide, William, parce que le temps passe vite. Oui, bien sûr. Au départ, la femme la victime, elle va être dans une espèce de phase de séduction. L'agresseur va la séduire. Ça va être ce qu'on appelle la lune de miel. Très souvent, d'ailleurs, l'agresseur, il va se présenter comme je disais tout à l'heure, une petite chose toute fragile, il va chercher à la séduire. Il va faire en sorte, en fait, qu'elle soit dépendante de lui. C'est-à-dire qu'il va susciter en elle son désir d'aider, de faire preuve d'empathie. Il va lui faire croire que elle est son monde. Il va être extrêmement gentil. Il va la mettre en confiance. Il va en fait, en la mettant en confiance, en comblant ses besoins affectifs, il va la sécuriser, et progressivement il va l'isoler. Quand elle va être complètement
complètement sous le contrôle de son agresseur, ben la femme va renoncer à tout ce qu'elle a aimé, tout ce qu'elle aime dans la vie, et notamment ses proches. Il va chercher à l'isoler, que ce soit son travail ou ses hobbies, ses activités. Petit à petit, il va l'éloigner de tout ce qui peut de tout ce qui peut être un bien pour elle. C'est comme ça en fait qu'il va avancer dans la manipulation. Il va petit à petit mettre en place donc toutes les techniques de manipulation que très probablement vous avez évoquées. Et une fois que sa victime est vraiment sous emprise, qu'elle est absolument incapable de penser par elle-même, à partir du moment où elle est dans la dénégation de ses propres pensées à elle, ses désirs, de ses besoins, une fois qu'elle est complètement dans la négation de ce qu'elle est en tant que personne, c'est là où l'agresseur va commencer à montrer son vrai visage, et c'est là où les tensions vont commencer à apparaître. C'est là où il va générer de la peur chez sa victime, et où on va pouvoir voir dans un troisième temps l'explosion de la violence. Ouais. L'explosion de la violence, une fois qu'elle est sous emprise, son agresseur, il va chercher à la justifier. Il va la justifier en culpabilisant la victime, mais jamais en se remettant en question, parce qu'il est absolument incapable de ressentir de la culpabilité. Il peut éventuellement ressentir de la honte parce que c'est son narcissisme qui a été froissé. Donc, à aucun moment il ne va dire pardon, je suis le responsable. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Ce sera toujours soit des facteurs externes, soit c'est à cause de je suis fatigué, je suis malade, je suis stressé, soit c'est parce que tu n'as pas fait ou tu n'as pas dit ou tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Sauf que à ce moment-là, quand il a été trop loin dans sa violence, quand d'un seul coup la femme qui est sous emprise se rend compte que c'est pas de l'amour, c'est pas possible, il va chercher à faire renaître l'espoir. C'est-à-dire qu'il va lui laisser penser que ça peut changer, que ça peut s'améliorer, et donc là on retourne dans les phases de lune de miel. Warda, c'est quoi la réalité sur le terrain? Non, ce que je voudrais dire moi, c'est que vraiment il faut essayer. Donc il y a l'isolement, il y a la privation de la liberté, il y a la surveillance, il y a plein de facteurs qui permettent, et surtout ce qu'il faut dire aux femmes, c'est que quand on est amoureuse, des fois on perd un certain nombre de repères. Ça rend aveugle, on s'engage dans une relation, et donc on espère que ça va marcher, on prend des décisions, des fois vis-à-vis de sa famille, on fait des choix qui sont notre famille est pas toujours d'accord. Ce que je dis, c'est que à partir du moment où il y a de la violence, faut toujours en parler à quelqu'un. Ouais. Essayez en tout cas, dans la mesure du possible. Voilà, avoir quelqu'un de l'extérieur qui peut vous donner un avis, et ça commence par des petites choses, donc la surveillance, le temps d'entrée, de sortie, etc. Ouais. Et même plus que d'en parler à quelqu'un, il faut en parler bien sûr à quelqu'un, parce que il faut être entendu, il faut pouvoir être en échange avec une personne qui fait preuve d'empathie, de personnes qui les valorisent, qui les narcissisent. Surtout éviter le plus possible. Et là, je m'adresse vraiment aux femmes qui sont potentiellement dans cette situation. Éviter d'en parler à son entourage à lui, parce que c'est très rare que l'agresseur il ait une mauvaise image à l'extérieur. Souvent, l'image que les autres ont de ce mari, et elle-même, la victime, elle concourt, elle fait en sorte que ce conjoint, il garde toujours une bonne image. En tout cas, ça reste une image faussée, donc c'est très rare que l'entourage de cet homme puisse vraiment les entendre. Moi, je voudrais juste dire une chose. William, rapide, parce qu'on est super en retard. Là-dessus, vraiment, promis. Je voudrais juste dire une chose. Et là, je m'adresse vraiment aux femmes qui sont en train de vivre cette situation, parce que c'est ce que je vois moi chez ma patientèle et des femmes que je reçois en consultation. Je veux vraiment qu'elles entendent que cet homme qui leur a manqué de respect, qui les a violentés, qui les isole, qui les prive financièrement, qui les prive affectivement, que ces hommes qui, même une seule gifle, c'est déjà trop, cet homme ne l'aime pas. Elles ne sont pas aimées. Elles confondent la passion avec l'amour. Un homme qui vous aime va être un homme qui va s'intéresser. J'ai besoin d'entendre aussi Warda. Un homme qui vous aime. J'ai besoin d'entendre Warda qui est aussi sur le terrain. Oui, t'inquiète pas, on va l'entendre. Je veux juste finir là-dessus. Vas-y, William. Un homme qui vous aime va s'intéresser à votre cognition, il va s'intéresser à vos pensées, il va s'intéresser à la façon dont vous percevez le monde, il va vous accorder de l'importance, il va vous écouter, il va être dans le dialogue, dans l'échange avec vous. Un homme qui vous aime va s'intéresser à vos émotions, il va s'intéresser à vos affects, il va faire preuve d'empathie vis-à-vis de vous. Si vous êtes triste, il est triste. Si vous êtes heureuse, il est heureux. Un homme qui vous aime va s'intéresser à vos besoins, véritablement, à vos désirs, à vos attentes, à vos projets, à vos rêves, et il va faire en sorte de concourir à les satisfaire, vos besoins. Merci, William. Et surtout, un homme, et dernière chose, un homme qui vous aime vous protège, il défend vos droits, et en aucun cas, il ne transgresse vos droits. C'est vrai. En aucun cas, un homme qui vous aime ne vous fait du mal. Jamais. Merci, William Maghrebi, pour nous avoir bien éclairci sur le sujet. En tout cas, à très bientôt, William, dans un instant, juste après la pub.
On va réagir à tout cela évidemment. Bon, pas de quiz parce que là on a pris beaucoup de retard. Il y a des choses à dire. Je crois Karima, Warda, Faiza qui est restée très silencieuse, ainsi que Céline. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous. Il nous reste 5 minutes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec Warda Saadoudi, du féministe populaire avec nous, Karima Perroni, journaliste, Céline Bory, journaliste, et Faiza Ben Mohamed, aussi journaliste. Il va s'agir, s'il vous plaît, d'essayer de conclure, en tout cas pour aujourd'hui, en donnant la parole peut-être à Warda sur ce qui a été dit auparavant, peut-être apporter quelques éclaircissements. J'aimerais dire aux auditeurs et aux auditrices, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'orientent des femmes, et heureusement qu'il y a plein d'hommes qui aident les femmes au quotidien à sortir de schémas de violence, et c'est bien. Ce que je voudrais dire, on sait que c'est compliqué de sortir de la violence, que c'est un long parcours. Quelle que soit sa situation sociale, sa situation économique, son origine, c'est dur de sortir d'un schéma de violence. On n'est pas toujours bien traité dans les institutions judiciaires, policières, etc. Manque de formation, bienveillance, ça dépend des gens. Ils sont sensibilisés, d'autres pas à ces sujets-là. On sait que c'est difficile. Mais il faut bien se dire que comme disait la psychologue juste avant, dès la première gifle, dès les premières choses, il faut essayer de pas pardonner. Il faut essayer de partir le plus rapidement possible, de faire en sorte que cet homme parte, parce qu'il y en a marre que les femmes partent de chez elles. Faire en sorte que les hommes partent et qu'elles puissent se maintenir si elles peuvent, et de faire appel à de la protection comme les ordonnances de protection, de demander l'aide à des associations, d'en parler à votre médecin, voilà, parce qu'il y a au-delà des violences physiques, il y a les violences psychologiques, il y a les violences sexuelles au sein du couple, et évidemment. Rappelons que le viol existe. Au sein du couple, ce qu'on appelle absolument le viol conjugal. Ça veut dire qu'à partir du moment où la femme dit non, c'est un viol. Exactement. Voilà. Karima ? Oui, c'est vrai c'est très difficile d'établir un profil type, comme on le dit depuis le début. Il y a des signes. Après, je pense que Warda, t'as vraiment résumé, il faut parler, en fait. L'idée aussi de ce Grenelle et de toutes ces campagnes de communication, c'est de libérer la parole. Faut pas oublier aussi que c'est des spirales de violence, mais surtout des spirales de silence. Et l'estime de soi, voilà, d'isolement. Donc, redonner confiance aux femmes, aux mères, aux femmes qui sont isolées, qui sont sans emploi, leur dire que c'est possible, qu'il y a des mains qui sont tendues, il y a des instances qui sont présentes autour d'elles, il y a des associations comme l'association de Warda, mais il y en a aussi plein d'autres. Il y a des lois qui les protègent, même si c'est vrai que pas toujours bien appliquées. Il y a des il y a un problème d'application, et d'où aussi ce Grenelle qui va veiller, j'espère, à au moins réduire les temps de procédure. On en a parlé hier. Les temps de procédure, régler le problème dans la parentalité, et vraiment dire aux femmes que, au-delà de libérer la parole, on sait que c'est long de sortir de la violence, c'est des longs parcours. Moi, j'accompagne des fois des femmes pendant 5 ans. Se reconstruire, ça prend du temps, mais c'est très difficile de vivre dans la peur, on le sait, mais parlez-en, soyez conseillés, aidés, et des fois, ceux que vous pensez, vos familles, vos frères, vos sœurs, vos collègues aussi, parlez-en au travail, parce que des fois on se met en situation difficile au niveau de l'emploi, on perd son emploi, on s'isole de plus en plus. Parlez-en à vos médecins, chaque personne peut être la bonne personne pour vous aider, et déjà vous écouter pour sortir de cette sphère intime et de cette spirale de violence. Déjà, c'est sortir du cercle, quoi. En tout cas, si on a permis, dans cette émission, et peut-être demain et après-demain, d'essayer d'inciter une femme ou une victime, en tout cas de violence, d'essayer de s'en sortir et de faire le pas. Oui. Écoutez, je pense que notre émission serait remplie. On rappelle le numéro de téléphone 3919. C'est un numéro qui peut sauver des vies. Mais non, attention, le 3919, c'est des conseils en ligne pour sortir de la violence. Oui, mais ça peut sauver le numéro qui sauve la vie, c'est le 17. Le 17, effectivement. Appelez le 17. Vous entendez une femme crier, hurler, appelez le 17. Il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas d'horaire, c'est 24 sur 24. Voilà, le 17, le 3919, c'est pour avoir des conseils sur les procédures, etc. et avoir une écoute bienveillante qui est gérée par la Fédération Solidarité Femmes. Un dernier petit mot, Faiza, qui est restée bien silencieuse et attentive. Parce que j'étais fascinée par le sujet, en fait. C'est un
un sujet de société dont je pense qu'on parle pas assez. Et là, ça fait 2 jours que c'est mis sur le devant de la scène politique et médiatique, et je pense que c'est une très bonne chose. Vous venez de le rappeler. Il y a aussi, vous savez, le rôle des proches, le rôle des voisins, le rôle des amis, le rôle des copines, des gens plus ou moins proches, même des passants dans la rue, qui souvent, quand ils sont confrontés à des scènes, restent dans un état une espèce de sidération qui fait qu'ils agissent pas ou qu'ils s'en foutent, qu'ils continuent leur chemin. Et je sais pas qui vient de dire à l'instant, quand vous entendez une femme crier, appelez le 17. Et je crois que franchement, il faut continuer de le marteler tout le temps. Quand vous entendez une dispute, quelque chose, vous savez pas ce qui se passe. Même si c'est chez le voisin d'en haut, d'en bas, vous voyez pas ce qui se passe. Vous entendez crier, si ça crie. Je parle de cris de douleur, hein, pas de cris d'une dispute quelconque. Mais si vous entendez crier, c'est qu'il y a une violence et que donc il faut intervenir. Vous intervenez pas vous-même, il faut appeler le 17 tout le temps. Après, des fois, il y a de la violence qui est dans le silence, donc il faut, quand on voit une femme qu'on pense fragile ou dans une situation de violence, faut aller vers elle, lui dire bonjour. Des fois, c'est sa voisine. Et moi, j'ai un dispositif avec les femmes que j'accompagne, j'ai leur adresse, l'étage, parce que les flics, ils ont du mal à trouver les étages et regarder les boîtes aux lettres, le numéro d'appartement, elles m'envoient un SOS, j'appelle le 17. Faut vraiment penser à créer une application. Il y a une application qui est en développement et qui est créée par quelqu'un. Mais ça existe en Espagne, je crois. Ouais, mais un texto déjà. Ta copine, des fois, elle arrive quand même à toucher son téléphone et envoyer un texto et dire SOS. Et toi, tu sais où elle habite et tu sais que là, c'est grave et t'envoies la police. Céline, un dernier petit mot. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Faiza. Il faut aussi qu'on arrête de fermer les yeux dès lors qu'on est témoin d'une scène de violence, que ce soit nos voisins, dans la rue. Effectivement, parfois on peut faire mine de pas voir, alors que on devrait intervenir directement ou indirectement, mais en tout cas ne pas rester inactif et passif. Et je voudrais revenir aussi, appuyer sur ce que je disais tout à l'heure, l'éducation. Ne pas hésiter à en parler à nos fils et à nos filles. Bien sûr. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire et ce que tu ne dois pas laisser passer. Ah, très bien. On va parler de quoi demain, Karima ? Alors demain, on a Inae, qui est la fondatrice de l'association En Avant Toutes, et qui justement s'adresse aux jeunes, aux jeunes, et on va parler vraiment de l'éducation et de toute la prévention qu'il y a à faire autour des violences conjugales. Merci à toutes. Karima Perroni, Faiza Ben Mohamed, sans concertation. Warda Sadoudi, donc féministe populaire, l'association aussi que ton association, Warda. L'autre association, c'est Home. On gère des logements relais et on accompagne des femmes victimes de violences qu'on héberge et on les accompagne vers l'emploi, dans leur démarche juridique, et beaucoup on les écoute surtout. Très bien. Merci Céline, merci Faiza, merci à toutes. Rendez-vous demain avec Yasser Louati, Sofiane Lakdari, tous les deux feront leur rentrée ensemble demain, et donc Karima qui reviendra, et on s'intéressera donc demain, Karima, on va le rappeler, à l'éducation. L'éducation et la prévention autour des violences conjugales. Magnifique. C'est dès le plus jeune âge. À demain. J'allais dire à tout à l'heure. Non, à demain. Bonne soirée à tous. Restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2, parce que c'est vraiment là que ça se passe. Vous avez compris, évidemment. Le rappel de l'actualité de ce mercredi soir. Bonsoir. Nouveau revers pour Boris Johnson. Les travaillistes annoncent qu'ils voteront contre les élections anticipées au 15 octobre voulues par le Premier ministre. Sans les voix des travaillistes, il n'a aucune chance de réunir une majorité qualifiée des 2/3 à la Chambre des communes. La fin du séminaire gouvernemental de rentrée. Édouard Philippe annonce qu'il dévoilera la semaine prochaine la méthode et le calendrier de la réforme des retraites. Le Premier ministre explique qu'il veut placer les partenaires sociaux au cœur de cette réforme. Il a également évoqué les municipales en rappelant qu'un ministre pouvait être candidat et rester au gouvernement, mais pas cumulé en cas d'élection au poste de maire. Airbnb va régler moins de 150 000 € d'impôts en France pour l'année 2018. C'est ce que révèle le magazine Challenge. 150 000 impôts seulement grâce à une localisation en Irlande de l'ensemble de l'activité de location de logement. Le chiffre d'affaires d'Airbnb France ne s'élève qu'à 9 millions d'euros, alors que les professionnels l'évaluent à plus de 200 millions. L'un des leaders de la grève contre Deliveroo, radié de la plateforme, Nassim Amidouche, a reçu une lettre recommandée résiliant son contrat de prestataire. Un courrier qui ne mentionne aucun motif. L'ancien livreur va saisir les prud'hommes. La mairie de Nîmes interdit la vente de gaz hilarant aux mineurs, décision prise à quelques jours de la feria des vendanges. Ces capsules de protoxyde d'azote sont en vente libre dans les supermarchés. Le maire explique que c'est inquiétant pour la
santé des enfants est mauvais pour l'environnement. Enfin, une amende record pour Google et YouTube aux États-Unis, 170 millions de dollars pour ne pas avoir suffisamment protégé la vie privée des enfants. La plateforme de vidéo en ligne a passé un accord avec le ministère de la Justice et elle s'est engagée à mieux protéger les données des enfants. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.